qui concerne la législation internationale. Il y a des juristes qui se sont réunis à Yogyakarta en 2007, et encore c'est pas si vieux que ça, pour se pencher sur les questions des droits de l'humain. J'évite de dire droits de l'homme parce que c'est un peu sexiste. L'humain n'est pas genré, donc c'est les droits de l'humain. Et ils ont en fait beaucoup eu une inspiration quand même sur la déclaration des droits de l'homme, qu'on va appeler la déclaration des droits de l'humain, et on tirait un certain nombre de préconisations, parce que là on n'est pas sur le légal tout à fait, on est sur des préconisations. Et en particulier que l'orientation sexuelle et l'identité de genre font partie intégrante de la dignité et de l'humanité de toute personne, et ne doivent pas être à l'origine de discrimination ou d'abus. Donc dignité et humanité. Qui est-ce qui a dit ça, Claire ? Ce sont des juristes qui se sont réunis donc à Yogyakarta, en Indonésie, en 2007. Voilà. Des questions ? Je peux intervenir. Non, je n'ai pas de questions. Ah. C'est par rapport à comment se déroule la soirée. Tout ça, c'est bien important, intéressant. J'ai une requête personnelle. C'est parmi vous. En fait, j'aimerais bien partager les expériences pour qu'on puisse avoir un message à porter au-delà de nous et pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter certaines choses, pour avoir notre langage, notre regard. Et donc, j'aimerais bien partager cette expérience avec vous pour que je puisse comprendre davantage, pas qui je suis, mais comprendre pour aller au-delà de ce que je suis. Donc, tout ça, c'est tout beau, mais ça m'apporte ce moment. Désolé. Très bien, mais je... Voilà. C'est une requête, après... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je terminerai les transparents et après on aura un temps d'interaction. On pourra aborder Après, tout tu ce sais, que vous vous faites voulez. ton programme, vous dites ce que j'ai... Ce sera totalement ouvert. Ce sera totalement ouvert. Donc je tiens compte de ce que vous dites et on aura un moment d'échange après. On aura un moment d'échange après, on pourra aborder tous les partages d'expériences que vous voulez aborder et puis comment on peut aider, parce qu'effectivement, le sujet qui va avec ça, une fois qu'on a pris la photo de la situation, on dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc l'Union européenne, donc on a des différences sur l'Union européenne qui sont énormes entre les 27 membres. Donc il y a des États membres qui n'acceptent pas le changement dit de sexe. Donc il y a quand même des documents au niveau de l'Union européenne. Il y a la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec plusieurs titres. Le titre 1, dignité, on y revient. Le titre 2, liberté, c'est important quand même, la liberté. L'égalité. Le titre 4, la solidarité. Et 6, justice. Il y a un article de la résolution 2048 du Conseil de l'Europe qui a été donc rédigé en 2015 et qui recommande l'existence de procédures rapides, transparentes, accessibles, fondées sur l'autodétermination. On revient encore sur le sujet que les personnes transgenres, il n'y a qu'eux qui peuvent dire qu'ils sont transgenres et pas les autres. Donc l'autodétermination. Pour le changement de nom et de sexe sur les certificats de naissance, les cartes d'identité, les passeports, les diplômes et tous les autres documents qui sont utiles dans la vie quotidienne en fait. Et ça, sans obligation légale de stérilisation, puisque les opérations qu'on évoquait tout à l'heure, ça implique une stérilisation. Et de soumission à d'autres traitements. Le fait d'être transgenre n'implique pas de prendre des hormones. C'est une question personnelle à se poser quand on est transgenre. Je les prends, je les prends pas. C'est pas une obligation. C'est pas ça qui fera qu'on sera plus transgenre que les autres. Voilà, à d'autres traitements, y compris le diagnostic de troubles mentaux. J'en reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est atteint d'un trouble mental qu'on n'est pas transgenre. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Donc c'est quand même cet article 6 de la résolution 2048 du Conseil de l'Europe de 2015, c'est quand même pas rien. Bon, c'est encore une fois très récent. Pas vieux, on est en 2019. Et
Un élément important aussi, c'est que l'Europe en fait n'a pas vraiment le pouvoir de changer les législations nationales. Par contre, la Convention européenne des droits de l'homme, le CEDH, peut contraindre un État à modifier sa législation suite à une condamnation. L'État français a été justement 2 fois condamné par l'Union européenne sur le traitement des transgenres, ce qui l'a amené au changement de législation en France. Donc en France, là je suis allé rechercher un site SOS Homophobie de décembre 2017 qui rappelle très bien en fait les évolutions qu'il y a côté législatif. Donc je cite la source. Donc en France, il y a des choses qui existent depuis déjà un certain temps, mais pas si longtemps que ça non plus malgré tout, pour protéger contre la discrimination en raison d'identité sexuelle, c'est le terme utilisé, identité sexuelle, et le respect au droit à la vie privée aussi. Mais les évolutions vraiment très importantes par rapport au bien-être des personnes transgenres, c'est quand même la loi dite de modernisation de la justice du XXIe siècle. C'est un peu compliqué comme nom de loi, mais c'est comme ça, qui est passé le 18 novembre 2016, là encore une fois c'est très récent, et qui change fondamentalement 2 dispositifs importants pour les personnes transgenres, le changement sur la mention de sexe et le changement de prénom à l'état civil. Donc j'ai commencé par le changement de prénom à l'état civil parce que c'est la chose la plus rapide à faire maintenant. Avant c'était compliqué, il fallait passer au tribunal. Maintenant il suffit de s'adresser à sa mairie de naissance et ça peut être fait en quelques jours ou quelques semaines. De mutation ou autre. Voilà. Pardon ? N'importe quelle mairie. A priori c'est quand même limité soit le lieu de résidence, soit le lieu de naissance. Il me semble que dans les textes aussi. Par contre après on peut dire qu'on peut aller quelque part, mais c'est pas vrai, mais ça c'est autre chose. Et ce que tu dis, c'est vrai, Oui. quel que soit, on ne te demande pas la raison. C'est-à-dire, par exemple, je m'appelle Framboisine et ça ne me plaît pas du tout, j'ai envie de m'appeler Mais Marie-Claire. n'importe qui. Oui, bien sûr, c'est pas que pour les personnes transgenres. D'accord. Oui, oui. C'est pas que pour les personnes transgenres. Et il n'y a pas de condition non plus sur ce changement de prénom. Voilà, simplement, il faut expliquer pourquoi. Donc on écrit pourquoi on veut changer de prénom. Et donc ça c'est important parce que ça permet déjà de faire des changements de prénom sur les cartes d'identité, de le modifier avec la naissance. C'est pas rien. Parce que bon, sur la carte d'identité, il y a effectivement un M ou un F qui apparaît, mais c'est petit. Donc si les gens lisent vite la carte d'identité, c'est déjà bien de voir le bon prénom. Et ça permet aussi d'avoir les permis de conduire, pour ceux qui ont les permis de conduire, qui eux ne mentionnent absolument pas le sexe. Donc là on passe les grincheux qui pourraient dire qui voilà. Et alors la deuxième évolution importante, c'est de faire justement changer ce F ou ce M sur la carte d'identité et du coup sur l'état civil, donc l'extrait de naissance. Et là, donc, on exprime encore une fois pourquoi on veut le faire. On fait une requête dans la terminologie législative qu'on adresse au greffe de la juridiction, donc le tribunal de grande instance. Et ça permet donc aux personnes majeures ou mineures émancipées, encore une fois, qui démontrent de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil, que ça démontre que ça ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue. Donc là, c'est très bien d'avoir des témoignages d'amis, de collègues professionnels, enfin toutes les personnes en fait qui peuvent étayer le fait qu'on est du genre qu'on demande en fait, donc du sexe qu'on demande dans la législation française. Et l'important, c'est que on n'a pas à justifier de traitements médicaux, quel que soit le traitement médical, que ce soit hormonal ou opération. Et donc, on n'a pas non plus à justifier qu'on a une opération chirurgicale ou une stérilisation, qui était, dans la loi précédente, obligatoire. Donc on a quand même une avancée sérieuse, même si par rapport à ce que propose l'Union européenne, on n'en est pas encore à une simple déclaration, sans se poser de questions et sans expliquer pourquoi, parce qu'on doit encore expliquer pourquoi. Voilà pour l'évolution législative, donc on espère qu'on arrivera encore à obtenir d'autres évolutions, mais c'est déjà pas mal. Oui, Petite question. Dans votre acte d'état civil, est-ce qu'il reste une mention sur le prénom que vous avez eu à la naissance ou pas, après avoir fait un changement de prénom? Alors,
il y a deux façons d'obtenir son extrait d'état civil, le simplifié, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, et le complet. Sur le complet, tout apparaît. Donc l'état civil de naissance, c'est l'état civil tel que la mairie ou le jugement, si on a fait 2 étapes, il y aura les deux. Moi, bon, c'est mon cas, j'ai fait les 2 étapes, donc j'ai d'abord le changement de prénom et ensuite le changement de sexe. Mais il n'y a que moi qui peux demander ce document-là complet. Voilà, et qui sert en fait principalement au dépôt de dossier pour une carte d'identité ou pour un passeport. Donc qui n'est visible que de l'administration, on va dire. Quand on demande un extrait simplifié, je ne sais plus quel état, c'est pas simplifié, je crois, mais, voilà, de l'état civil, apparaît l'état civil tel qu'il est aujourd'hui. Donc pour moi, Madame Claire Lamberty. Alors, ma question en amène une autre. Vous avez parlé avoir des enfants. Et je voudrais savoir si, lorsque vos enfants auront besoin d'un acte d'état civil pour leur vie à eux concernant leurs parents, quelle mention sera portée par rapport au changement qu'il y a eu dans votre vie? Alors, encore une fois, ça dépend de la destination de ce besoin. Si c'est pour des documents style carte d'identité, choses comme ça, et encore, je ne suis même pas sûr qu'on ne demande pas les parents pour une carte d'identité. Non, donc, je vois pas trop. Pour le livret de famille, quand ils se marient, on crée les enfants. Ouais. Je pense que c'est pas. Je n'ai pas la réponse, mais je pourrais chercher éventuellement. On mettra sur Facebook pour ceux qui ont Facebook, en tout cas, la réponse. Mais ça va m'arriver un jour, il faudra que je m'en préoccupe. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après, on peut, entre guillemets, discuter avec les personnels de la mairie qui vont procéder au mariage pour aménager dans ce qui va être dit et pas faire de déclarations intempestives par rapport à l'état civil d'avant. Je ne connais pas si les documents qu'on fournit à la mairie sont complets ou pas, mais en tout cas, vis-à-vis de la personne qui officie, on discute avec elle en disant on n'a pas besoin de signifier qu'alors j'étais du genre masculin ou du genre féminin selon le cas. Donc, globalement, en fait, on a très peu besoin de l'extrait complet d'état civil en règle générale. Et en tout cas, il n'y a que moi qui peux le demander pour le mien. Oui. J'ai une question par rapport aux intersexes. Vous avez dit au départ qu'en fait, en France, on ne reconnaît pas quelqu'un qui est intersexe. Donc, comment on fait quelque part pour une personne dont le sexe n'est pas déterminé à la naissance pour déterminer son sexe soit masculin, soit féminin? C'est-à-dire, est-ce que par exemple dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une opération qui est faite sur l'enfant? Ou comment les parents doivent choisir l'identité de leur enfant? Est-ce que ça revient à eux de déterminer si c'est un garçon ou une fille? C'est quoi, quelle démarche? Comment ça se passe actuellement pour ces personnes-là? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, l'intersexe n'existant pas à l'état civil, il faut faire un choix. Donc, souvent, le gynéco ou la sage-femme, selon qui fait l'accouchement, va voir les parents en leur disant il y a entre guillemets, il exprime comme ça, un petit problème. Donc, il va falloir qu'on choisisse masculin, féminin. Très souvent, le choix c'est masculin, parce que notre société étant sexiste, il est plus facile d'être un homme qu'une femme pour accéder à un certain nombre de choses. Donc c'était souvent le choix qui était fait. Il y a encore peu, c'était suivi dans les années après la naissance, souvent assez proche, d'une opération de réassignation pour faire en sorte que le corps apparaisse de manière externe, en tout cas, comme masculin, puisque c'était souvent le cas du choix. Et donc on forçait les gens,
fait, on faisait un choix à leur place. Et j'ai entendu des témoignages de personnes qui disaient que on m'a dit que j'allais avoir une opération d'appendicite, et quand ils se sont réveillés, mon corps il a changé, qu'est-ce qui s'est passé voilà. Donc, des fois ça va, la personne se sent du genre masculin et ça passe, et c'est un vrai échec dans d'autres cas. Donc aujourd'hui, heureusement, les intersexes se sont battus pour obtenir le droit de choisir eux-mêmes éventuellement une opération, mais après tout, il n'y a pas de raison, hein. Je reviens à s'assumer tel qu'on est, et un certain nombre d'intersexes aujourd'hui qui s'assument tels qu'ils sont, avec ce mélange de masculin et féminin dans leur corps, et je veux dire, pourquoi c'est leur corps, et si les partenaires qu'ils auront dans la vie les aiment pour ce qu'ils sont, ils accepteront très bien leur corps tel qu'il est. Donc il n'y a pas de problème de fond là-dessus. À eux de choisir s'ils seront opérés, s'ils ne seront pas opérés, et vers quelle destination, est-ce que c'est du genre masculin ou du genre féminin. Mais bon, ça a été un très long combat avant d'en arriver là, parce qu'avant c'était clairement forcé. Moi je dirais que le problème il est un petit peu plus compliqué que ce que tu dis, parce que là tu parles de l'adulte. En fait le problème il se pose pour l'enfant par rapport à la question que monsieur pose. Donc par rapport à cette question-là, j'imagine mal un gamin dans une cour de récréation qui ne peut pas dire si c'est un garçon ou une fille. C'est quand même c'est très compliqué quand tu vois comment les gamins fonctionnent entre eux. Et en fait, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais qu'on choisissait, ça a quand même beaucoup évolué. Et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de critères qui font qu'on peut choisir plutôt garçon, plutôt fille, parce que c'est quand même rare d'avoir un hermaphrodite complet. Donc il y a souvent un peu plus de signes de masculinisation ou un peu plus de signes de féminisation aussi. Donc qui fait que le médecin va pousser à pencher plutôt, et les parents aussi, plutôt d'un côté ou de l'autre aussi. Et après, il y a, alors ce que tu dis, je te suis totalement quand tu es adulte. Et quand tu es enfant, je veux dire, c'est pas l'enfant, quand il est, il ne peut pas choisir son sexe. Donc voilà, ça me semble un peu compliqué comme situation. Alors ça peut paraître compliqué parce qu'aujourd'hui on est tellement binaire dans notre raisonnement. Et c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure. Aujourd'hui c'est masculin, féminin, autre chose, non, ça n'existe pas. Comme je le disais, chez les jeunes, c'est en train de bouger sérieusement. Ils sont en train de se dire que pourquoi on serait obligé de se catégoriser comme ça dans notre expression de genre. Donc ça c'est un premier élément. Donc, notre référentiel à nous n'est plus celui des jeunes. Donc nous, on ne n'imagine pas autre chose que le masculin et le féminin, deux cases. Les jeunes commencent à imaginer autre chose. Donc c'est une première élément de réponse. Ensuite, par rapport à la perception de comment on se sent chez les enfants transgenres, on s'aperçoit que c'est quand même très tôt qu'ils ont une conscience de leur expression, de leur identité de genre, et ils l'expriment pas à ce moment-là, mais c'est 7-8 ans, en gros ça correspond aussi à l'âge de raison. Ça correspond à l'âge de raison. Et donc, ils seraient en capacité d'exprimer leur genre à partir de cet âge-là à peu près. Après, les parents ils sont pas obligés non plus de marquer le genre de l'enfant à mort, quoi. C'est comme le bleu et le rose, il faut arrêter avec ça, quoi. De mettre les garçons en bleu et les filles en rose, faut arrêter. Donc on peut très bien être assez neutre. Après, chez Decathlon, vous allez voir que c'est pas fini. Oui, non mais voilà. Et pourquoi les garçons ne pourraient pas avoir des poupées, pourquoi les filles ne pourraient pas avoir des camions de pompiers ou des petits soldats, quoi, limite, quoi. Ça encore, c'est un formatage nuisible de la société. C'est absolument délirant, quoi. Donc oui, on pourrait peut-être être neutre jusqu'à ce que l'enfant soit en capacité de dire ce qu'il ressent de son identité de genre. Voilà, dans les vêtements déjà. Et puis voilà, 7-8 ans, c'est pas non plus très très long comme attente. Et en tout cas, ça vaut mieux que de le forcer à être soit très masculin, soit très féminin, et puis de lui faire une opération. Est-ce que tu n'es pas déjà obligé à l'état civil de déclarer un Si. sexe? Tu peux dire Si. sexe indéterminé? Tu as Non. le droit de le dire à l'état Pas en civil? France. Non. Pas en France. Non, mais ça n'empêche pas. Après, le papier, c'est les papiers. Je veux dire, on ne se raballe pas avec nos papiers en permanence. C'est très rare quand on sort nos papiers.
Même si pour nous, personnes transgenres, c'est hyper important d'avoir des papiers, parce que s'il y a quelqu'un qui nous emmène, excusez-moi l'expression, il y a des écoute, hein, tu la fermes, tu as vu les papiers. Enfin, une fois qu'on a réussi à obtenir ces changements de papier. Mais dans la vie de tous les jours, on ne sort pas toutes les 5 minutes ces papiers. On les sort une fois par mois, c'est. Voilà. Pour autant, le choix doit être fait. Mais en France, aujourd'hui, le choix doit être fait. Mais pour autant, voilà, c'est pas quelque chose que tu affiches en permanence, tes papiers. Et encore moins à l'école. Qui a un enfant qui se travaille avec sa carte d'identité à l'école? Tu affiches ton prénom quand même peu souvent. Tu affiches le prénom, mais il y a plein de prénoms qui sont neutres. Il y a des prénoms, voilà. Est-ce que c'est Voilà. plutôt ça qui est choisi? Donc on peut aussi choisir un prénom neutre à ce moment-là sur la personne intersexe. Il y a plein de solutions après. On se dit c'est impossible, on va pas y arriver. Non, il y a plein de solutions. C'est pas vrai qu'on va pas y arriver. Maintenant, effectivement, notre mode de raisonnement des sociétés précédentes, c'était il n'y a que masculin et féminin, il n'existe rien d'autre entre les deux. C'est ça qu'il faut remettre en question en fait sur notre mode de fonctionnement. Enfin, c'est la réponse que je peux apporter moi. Après, je ne détiens pas la vérité non plus. Hein. Je vous apporte mon expérience et